On va reprendre nos échanges avec une deuxième table ronde consacrée cette fois-ci toujours à la notion de dangerosité, mais qu'on va peut-être un petit peu plus en amont étudier dans le champ de la cellule familiale. Donc je commencerai, ce qui n'est pas tout à fait correct, mais c'est comme ça qu'on en a convenu ensemble, à me céder la parole à moi-même pour peut-être vous présenter un petit peu le panorama d'ensemble, l'état des lieux, et puis après on discutera ensemble et on apportera des éclairages complémentaires. Alors, dangerosité, droits fondamentaux dans la cellule familiale. Alors on commencera, si vous voulez bien, par un constat au départ, et comme je suis un peu la juriste de service, enfin l'une des juristes de service, on va commencer par faire un point sur les textes. Quand on regarde un petit peu les textes qui parlent ou peuvent parler de la dangerosité en matière familiale, le constat de départ est que la moisson est très faible. En fait, la dangerosité n'est pas un concept auquel nous sommes habitués en matière de cellule familiale lorsqu'il s'agit d'envisager les interventions étatiques, notamment pour protéger les droits fondamentaux. Quand on regarde un petit peu, que ce soit du côté de l'enfant ou que ce soit du côté du couple, les termes qu'on utilise sont beaucoup plus, on en a déjà parlé dans la première table ronde, les notions de danger que la notion de dangerosité en tant que telle. Et en matière familiale, s'agissant de l'enfant, on a même tendance à qualifier ce danger. Il faut un danger avéré, caractérisé, manifeste. Donc une situation finalement établie, que ce soit pour l'exercice de l'autorité parentale, pour l'assistance éducative ou pour le retrait de l'autorité parentale. On reviendra sur ces éléments un peu plus tard. En tout cas, on parle de danger. Du côté du rapport au couple, pendant très longtemps aussi, on a parlé aisément de danger. Donc, effectivement, ce n'est pas la dangerosité en tant que telle. Et pourtant, quand on regarde un petit peu plus loin, on se rend compte qu'un glissement peut être en train de s'opérer, en tout cas on en discutera, puisque quand on regarde le code pénal, on constate à l'article 131-36-12-1, c'est donc une réforme assez récente, comme le laisse envisager le nombre de tirets, vous vous en doutez. Effectivement, une loi donc, du 23 mars 2019, une loi qui concerne le placement sous surveillance électronique mobile dans les hypothèses de violence au sein de la famille. Et là, on voit apparaître le concept formellement de dangerosité dans le code pénal. Alors continuons un petit peu à réfléchir et je me suis demandé avec les autres intervenants de cette table ronde, pour vous présenter un petit peu, pour lancer cette table ronde, finalement quels étaient les questionnements qui étaient au cœur de cette table ronde et finalement est-ce que la dangerosité doit être le critère qui permet de guider, d'autoriser l'intervention étatique dans la cellule familiale. Alors, première question, que recouvre la dangerosité et quelle différence faire entre danger et dangerosité? Et donc je me suis livré un peu au même exercice que tous les intervenants de la première table ronde. Je me suis dit, finalement, la dangerosité, c'est donc un risque, un danger potentiel, et donc du coup, ça, c'est vrai que ce ne serait pas forcément le critère qu'aujourd'hui on utilise, mais en tout état de cause, je me suis assez rapidement dit que la dangerosité, si on décidait d'avancer plus en amont, en consacrant ce critère, il faudrait nécessairement que ce soit assorti d'une approche, d'un regard interdisciplinaire, parce qu'assurément, le juriste ne va pas lui tout seul caractériser la dangerosité. Deuxième élément, je me suis demandé dans quelle mesure, deuxième questionnement, dans quelle mesure la mobilisation d'un concept de dangerosité, à la place peut-être du danger auquel on est habitué, dans quelle mesure la dangerosité permettrait de mieux protéger les droits fondamentaux. Alors évidemment, les questions fusent à ce niveau-là. Ça voudrait dire que ça permettrait la dangerosité, une intervention anticipée, prématurée, par rapport au danger, qui lui interviendrait, enfin on interviendrait un peu trop tard, le danger est déjà là. La dangerosité, ça permettrait une intervention anticipée. Et je me suis dit, par voie de conséquent, est-ce que ça protège mieux les droits fondamentaux? Tout dépend de quels droits fondamentaux on parle. Si ce sont les droits de celui qui sera potentiellement menacé par un danger, oui, assurément, si on intervient en amont, on peut mieux, sans doute, le
réflexion un petit peu sur la dangerosité, ce danger qui vient de l'intérieur de la famille. Et je me suis demandé, en préparant donc mon intervention, quelle peut être la forme de ce danger possible, cette dangerosité potentielle. Et je me suis dit qu'il pouvait s'agir de maltraitance ou de menaces de maltraitance, de violences physiques, sexuelles, psychologiques, mais également il peut s'agir de carences. Carences, les parents ne sont pas peut-être à la hauteur du défi, en tout cas c'est comme ça qu'on jugera peut-être un peu vite les choses de l'extérieur, ou de négligence peut-être. Et finalement, ce danger, cette dangerosité vient à la fois d'une personne, potentiellement, d'un membre de la cellule familiale, directement, indirectement, il peut participer à créer une situation dangereuse. Je me suis demandé qui pouvait être exposé au danger, à cette situation potentiellement dangereuse, à la dangerosité de demain, et je me suis dit que ça pouvait être un membre du couple ou un enfant. Et qui est l'auteur? Eh bien, potentiellement un conjoint, un ex-conjoint, les parents, volontairement ou non. Et donc finalement, la dangerosité peut être un petit peu partout au sein de la cellule familiale, même si à la base, on considère cette cellule plutôt comme protectrice des individus. Alors, couple et situation dangereuse, quelques éléments. Enfants et situation dangereuse. Couple et situation dangereuse. J'ai commencé par regarder les textes, et comme je vous le disais, les articles 515-9 et suivants du Code civil, eh bien, parlent plus volontiers de danger. Et ce sont des hypothèses, on vise les violences au sein du couple. Et on se dit que finalement c'est bien le danger, et puis même un danger qui est renforcé par l'urgence, puisqu'il va falloir intervenir vite, on parlera plus en détail tout à l'heure de l'ordonnance de protection, etc. Mais finalement, regardez bien, l'air de rien, l'article 515-11. 515-11, on parle certes de danger, mais on vous dit que c'est des violences susceptibles de mettre en danger. Donc là, c'est plus un danger caractérisé, c'est un potentiel danger finalement. Et donc on est déjà, à mon sens, on a déjà basculé, l'air de rien, sur la dangerosité, ce que va d'ailleurs venir confirmer la loi de 2019 dont je vous parlais. Donc au sein du couple, on était habitué à un critère traditionnel d'intervention du droit qui était plutôt le danger pour le conjoint, pour les enfants, et puis glissement progressif, à mon sens, vers un critère de dangerosité qui me paraît peut-être un petit peu complexe à aborder et sur lequel il faudra réfléchir. Alors pour caractériser évidemment cette dangerosité, il faudra sans doute que les différents acteurs croisent leurs regards et qu'on se dote effectivement d'éléments. Parce qu'aujourd'hui, le danger en droit de la famille, on sait faire. Au départ, on était déstabilisé par le critère de danger, et puis au fur et à mesure, les professionnels ont croisé leurs regards. On a des grilles aujourd'hui, on sait à peu près comment jauger, évaluer le danger. La dangerosité, c'est autre chose comme défi. La preuve en est aujourd'hui, quand on parle de la dangerosité au sein, par exemple, quand il y a des hypothèses de violence au sein du couple, tout de suite, dans le Grenelle qui vient de se clôturer récemment, le Grenelle sur les violences faites aux femmes, on dit ah, il va falloir doter les professionnels de grilles. Parce que le danger, c'est à peu près, la dangerosité, c'est autre chose, si je puis dire. Toujours est-il que, après, va arriver, notamment au sein du couple, une question subsidiaire qui va être de savoir, ok, on caractérise une situation de dangerosité. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette situation dangereuse? Comment on réagit? Et notamment, par exemple, est-ce qu'on peut, imaginons qu'une femme reste en couple alors qu'elle est victime de violences conjugales, parce qu'elle est dans une situation où elle est un peu assujettie, elle n'arrive pas à se sortir de cette emprise, est-ce qu'on peut imaginer intervenir, obliger à des soins cette personne qui reste au sein de cette situation, qui présente une potentielle dangerosité pour elle? Donc les questions de quel effet fera-t-on produire demain à une potentielle caractérisation d'une situation dangereuse sont des questions qui me semblent importantes. Du côté de l'enfant, eh bien du côté de l'enfant, comment faire? Alors, l'enfant, on a beaucoup travaillé, d'autres le diront beaucoup mieux que moi, mais on a beaucoup travaillé aujourd'hui sur l'identification en fait de ses besoins fondamentaux. Okay. Et puis, on va essayer de travailler à la fois sur plusieurs niveaux. La détection, peut-être des violences, des dangers. Et c'est là aussi qu'on fait un glissement, parce que classiquement pour l'enfant, l'enfance en danger, c'est un concept que l'on connaît, l'assistance éducative, le retrait d'autorité parentale interviennent dans une hypothèse de danger, et pourtant on a mis, le professeur Puig en parlait tout à l'heure, des mécanismes en place pour détecter, surveiller, et je pense ici à des mécanismes qui existent, notamment
qui ont été portées par les départements des cellules de recueil d'informations préoccupantes. Les informations préoccupantes, ce n'est pas encore le danger, c'est peut-être la dangerosité, on en parle ensemble. En tout état de cause, on glisse aussi, l'air de rien, s'agissant de l'enfant, vers finalement cette idée qu'il faudrait pouvoir anticiper. Et si la notion de danger est au cœur de la protection de l'enfance, on a de plus en plus cette idée d'intervention précoce et essayer au moins de détecter pour mieux intervenir au jour où les faits sont confirmés. Peut-être également un point qui nous tenait à cœur à évoquer avec vous, il y a des dispositifs aussi où on est un peu paradoxaux. C'est-à-dire que par exemple, si on réfléchit à un dispositif comme celui de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, on va accompagner un jeune, éviter qu'il soit exposé à des dangers, mais finalement, d'aucuns parleront beaucoup mieux que moi, à sa majorité, jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à une réforme peut-être qui viendra un jour, à sa majorité, ce jeune va être un peu livré à lui-même. Et donc on se demande dans quelle mesure on ne va pas différer le danger. Bien sûr qu'on va l'accompagner, mais ce sera un peu le saut dans le vide quand il aura 18 ans. Donc est-ce que quelque part, en accompagnant via l'ASE et en sachant bien que cet accompagnement va avoir une fin, eh bien il n'y a pas une dangerosité potentielle qui guette à la sortie finalement de la prise en charge qu'on a mis en place pour l'enfant et avec l'enfant. Voilà, je ne vais pas être plus longue, j'ai déjà beaucoup parlé, mais voilà un petit peu les questions que je me suis posées en regardant un peu les textes et puis leur évolution, l'air de rien, les glissements vers la dangerosité. Et pour poursuivre peut-être la réflexion et compléter mon propos, je vous propose donc, évidemment on a travaillé sur la présentation, je vous propose peut-être de poursuivre avec donc Françoise Abrial-Fabry, donc, qui est médecin référent protection de l'enfance à la direction enfance et famille du département de la Réunion, et qui peut-être va nous expliquer un petit peu plus en amont le travail que l'on fait sur le terrain en matière justement peut-être de détection des situations dangereuses. Je préférais prévention, mais Prévention. est-ce que je peux Bien sûr. Donc je suis Françoise Abrial et je suis effectivement le médecin référent protection de l'enfance au département depuis août 2018, après avoir été une trentaine d'années en médecin de protection maternelle et infantile. Donc j'ai travaillé pratiquement toute ma carrière auprès des enfants et avec le concept de danger et de risque de danger et absolument pas de dangerosité. Et ma petite présentation a l'objectif de vous expliquer pourquoi, parce que la notion de danger et de risque a un socle légal. Je change de mot. Alors, il y a un socle légal, il y a une loi, la dernière loi de réforme de la protection de l'enfance, c'est la loi de mars 2016, et qui est une petite révolution en protection de l'enfance, car effectivement, elle pose une base légale sur qu'est-ce que le danger, comment on définit les critères de risque et de danger, en se basant sur une démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Le gouvernement en place à l'époque pour préparer cette loi de mars 2016 a effectivement demandé à des experts de se réunir. Alors il y avait des médias, des psychologues, des ethnologues, des anthropologues, des philosophes. L'objectif était d'avoir des connaissances scientifiquement validées, reconnues par tous sur les critères de danger en se basant sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Et c'est cette même loi qui a préconisé la nomination d'un médecin référent protection de l'enfance au sein du département. Et le fil conducteur de cette loi, dans tous les décrets qu'elle a mis en place, c'est qu'on doit rester centré sur les besoins fondamentaux et la santé des enfants. Ces besoins fondamentaux, on va le voir plus tard, ont été déclinés, analysés, listés, avec la notion du méta-besoin de sécurité dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous parliez tout à l'heure de l'intervention en amont. Oui, la prévention est un temps essentiel dans la protection de l'enfance. Et de la prévention à la prise en charge des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Alors les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, ça peut être des enfants suivis en mesure éducative ou des enfants retirés à leur famille. À toutes les étapes, c'est la centration
attention sur les besoins fondamentaux de l'enfant qui, s'ils ne sont pas satisfaits, c'est constitutif de danger ou de risque, car ils compromettent gravement le développement de l'enfant. C'est le fil rouge de cette loi et c'est vraiment révolutionnaire parce que ça change la vision et la posture familiale, c'est l'intérêt de l'enfant en premier. Et effectivement, les droits, le titre de ce colloque, c'est Dangerosité et droits fondamentaux en protection de l'enfance depuis la loi de mars 2016, les droits fondamentaux, les besoins fondamentaux, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est des concepts interdépendants. Si l'un ou l'autre n'est pas satisfait, c'est constitutif de danger. Et on peut dire que le droit fondamental d'un enfant, son intérêt supérieur, c'est de voir ses besoins fondamentaux satisfaits. Donc il faut les connaître, ces besoins fondamentaux, et tous les travailleurs médico-sociaux, que ce soit les travailleurs en PMI ou après à l'ASE, doivent être capables d'identifier, de connaître les besoins fondamentaux d'un enfant et de voir s'ils sont satisfaits ou pas. Alors, j'ai oublié de dire en me présentant tout à l'heure qu'au titre de mes missions, la première de mes missions, c'est effectivement écrit comme ça dans le décret. Je dois le médecin référent protection d'enfance doit contribuer à l'amélioration du dépistage et du repérage de l'enfant en risque ou en danger. C'est écrit dans la loi. Ce n'est pas le concept de dangerosité, c'est le concept de risque et de danger. Donc les besoins fondamentaux, tout le monde a appris, les travailleurs de l'URTS doivent avoir appris les besoins fondamentaux, la pyramide de Maslow, des choses comme ça. La loi de mars 2016, elle change l'architecture de présentation de ces besoins avec l'apparition du méta-besoin de sécurité. C'est celui qui est au-dessus des autres, qui englobe les autres. S'il n'est pas satisfait, les autres ne peuvent pas l'être. Et le méta-besoin de sécurité, il est décliné en 3 dimensions. Il y a les besoins physiologiques et de santé, le besoin de protection, mais surtout le besoin de sécurité affective et relationnelle. C'est maintenant validé scientifiquement. La théorie de l'attachement, il y a des théories de psychologues des années 30, elle est validée. Ça veut dire qu'un enfant, pour grandir normalement, pour se développer normalement, a besoin d'une personne sur qui il peut compter, qui s'occupe de lui, une personne fiable, qui a envie de s'occuper de lui, qui répond à ses besoins. Et c'est sa figure d'attachement. Et si ça, c'est pas en place, les autres besoins ne peuvent pas être satisfaits. C'est scientifiquement prouvé aujourd'hui, les neurosciences l'ont montré. Les connexions cérébrales se constituent chez le petit, chez le tout petit, dans l'interaction relationnelle. C'est fondamental pour l'observation de l'enfant et justement la définition du danger et du risque. C'est pas de la divination, c'est pas des valeurs personnelles, c'est pas selon son histoire qu'on va définir si un enfant est en risque ou en danger. Aujourd'hui, on a un socle un peu plus solide qui nous aide énormément. Parce qu'effectivement, jusqu'à présent, tout comme la dangerosité peut paraître difficile à objectiver, on était aussi en difficulté pour objectiver le risque et le danger, chacun à notre façon. Et c'est quand même les conséquences, une fois qu'on a dit qu'un enfant était en risque ou en danger, il y a des mesures qui vont priver les parents de liberté, et donc il fallait quand même avoir une base légale. Donc les autres besoins, vous les connaissez tous, tous ceux qui travaillent qui sont en formation, le besoin d'exploration, d'expérience, le besoin de cadre, de limite, le besoin d'estime de soi, le besoin d'identité. Mais il faut connaître aujourd'hui cette notion de méta-besoin de sécurité, qui est validée scientifiquement, j'insiste, parce que du coup, c'est pas de la discussion, il y a vraiment eu des preuves scientifiques que le cerveau de l'enfant a besoin de se développer par une relation, le développement de l'enfant est un développement relationnel. Alors, la dangerosité dans la sphère familiale, moi ça me pose un problème parce qu'en protection d'enfance, on ne doit pas faire de la prédiction. Est-ce que ses parents sont potentiellement dangereux? Non. Que ça soit dans l'accompagnement des familles avant, dans l'évaluation d'une information préoccupante ou dans l'accompagnement d'un enfant confié, on va une nouvelle fois se centrer sur les besoins fondamentaux et on va parler plutôt d'habilité parentale. Est-ce que les parents ont les capacités aujourd'hui à répondre aux besoins de leurs enfants? Est-ce que c'est mobilisable? Est-ce que c'est améliorable? C'est ça qu'on va s'astreindre à définir. On ne va jamais, nous, faire la prédiction ou évaluer ou prouver la dangerosité. Voilà, on doit se centrer sur l'enfant, ses signes de souffrance, ses besoins fondamentaux, pour pouvoir déclencher des mesures d'accompagnement d'abord. L'idée, c'est le retrait de l'autorité parentale, c'est vraiment le bout de la chaîne. Avant ça, il y a quand même la prévention, plus que
la prévention, c'est vraiment l'accompagnement prévenant, c'est pas de la prédiction. On a identifié des besoins fondamentaux non satisfaits, des habiletés parentales suffisantes. Est-ce qu'on va pouvoir les accompagner? C'est l'idée, vraiment, la philosophie de notre travail en protection de l'enfance. Voilà, parce que moi je ne vois pas sur quels critères on peut dire, voilà, même si une maman a déjà eu ses enfants placés, même si elle est malade alcoolique, même si, eh ben non, on ne signale pas un enfant à naître, par exemple. Voilà. On dit, non, on va voir comment ça se passe avec celui-là. J'insiste beaucoup, c'était une notion d'un médecin président du syndicat national des médecins de PMI, Pierre Susser, qui est vraiment quelqu'un de très, très humain et qui parlait de prévention prévenante et non pas prédictive. C'est un risque majeur quand on fait de la prévention de dire oh, allez, non, celui-là c'est cuit, c'est pas la peine, c'est pas du tout notre état d'esprit. Alors, en ce qui concerne les violences conjugales, pour nous, alors c'est encore un apport des neurosciences. L'exposition au stress, quand on est stressé, le corps sécrète une hormone qui s'appelle le cortisol et qui permet de se sortir de mauvaises situations. Un enfant exposé aux violences conjugales est exposé à une sécrétion excessive de cortisol et c'est toxique pour le cerveau. Les violences faites à une femme, c'est des violences faites à l'enfant. Ça détruit une partie, ça abîme l'hippocampe et ça compromet son développement. Ça aussi, on l'a prouvé avec les neurosciences. Donc pour nous, quand on a la cellule de recueil d'informations préoccupantes, des informations préoccupantes sur les violences conjugales, et que c'est des jeunes enfants, on la considère comme danger. À La Réunion, il y a une spécificité pour les violences conjugales, ça touche des jeunes femmes, et donc la plupart du temps, c'est 80% du temps, il y a des petits-enfants, des jeunes enfants. Toutes les IP qu'on reçoit pour exposition aux violences conjugales, pour nous, c'est un danger. Il y a eu un risque majeur de compromission du développement de l'enfant du fait de ce stress. Et c'est pas de la dangerosité, c'est du danger. Voilà, donc pour moi, la dangerosité, je n'ai pas encore vraiment compris le concept. Ça, je le trouve effectivement, comme mes confrères l'ont dit tout à l'heure, très subjectif, même un peu dangereux, parce qu'il y a quand même un risque liberticide, je trouve, enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et son utilité en protection de l'enfance, aujourd'hui, je ne la définis pas. On a, je vous dis, cette loi de mars 2016 qui a vraiment été dans le concret et qui nous donne les moyens de définir le danger et le risque un peu plus précisément qu'autrefois. Merci. Merci. Alors on comprend effectivement l'attachement des acteurs à un concept qui est aujourd'hui bien ancré, celui de danger. Et pourtant, je ne peux m'empêcher d'imaginer, quand on parle de risque de danger, qu'on n'est plus sur du danger avéré. Est-ce qu'on n'a pas déjà un petit peu glissé? Voilà, après, c'est des choses qu'on pourra discuter ensemble, mais la tentation, je veux dire, est compréhensible aussi. Il s'agit d'accompagner le plus tôt possible, précocement possible, mais en trouvant effectivement la juste mesure, peut-être. La violence, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde la personne qui va représenter le danger, ou est-ce qu'on suit exclusivement des signes? Oui, donc, sans doute le sujet sur lequel on porte le regard est important. Et effectivement, vous le disiez, on a des définitions à la fois plus objectives, plus claires du danger. Et pourtant, il s'apprécie comme toujours in concreto dans la situation de l'intéressé, effectivement. Alors, je passe immédiatement la parole à Mme Françoise Penant, qui est conseillère technique de Monsieur le Recteur, et qui va nous expliquer en complémentarité avec la présentation qui vient de vous être faite, comment effectivement les services de l'Académie travaillent avec effectivement le département et d'autres acteurs. Merci. Bonjour, donc je suis Françoise Penant, conseillère technique du recteur. J'ai en charge le pilotage des services sociaux académiques en faveur des élèves, en faveur des personnels et l'articulation de ces services avec le département. Donc ma présentation risque d'être un petit peu redondante avec celle de Françoise Abrial concernant le danger, le risque de danger, puisque à mon niveau aussi, la notion de dangerosité, c'est quelque chose d'un peu inexploré, on va dire, dans le cadre de la loi et des missions des travailleurs sociaux en règle générale, puisque on parle de risque de danger et de danger, non pas de dangerosité. Je suis également référente académique sur les dossiers tels que le harcèlement moral entre
élèves et les violences faites aux femmes. Donc l'école, le collège, le lycée accueillent tous les élèves. L'obligation scolaire est d'ores et déjà de 3 à 16 ans. Depuis cette année, c'est l'âge depuis la maternelle, l'école est obligatoire. Si elle doit être le lieu qui mène à la réussite pour la plupart, elle est celui où peuvent être détectées, identifiées toutes les situations de danger ou de risque. Enfin, quand je dis toutes, c'est un peu prétentieux, une partie de situations de danger, de risque de danger. De par leur mission, les travailleurs sociaux, les services de santé, infirmiers, médecins, les enseignants, les personnels de l'éducation nationale, tous ceux qui sont face à élèves, les équipes pédagogiques et administratives, directeurs d'école, agents, ont obligation de signaler ou de contribuer au signalement d'élèves qui seraient en danger ou en risque de l'être. C'est non seulement un devoir professionnel, mais également un devoir citoyen. Je vais vous proposer un panorama sur les signalements qu'on a pu transmettre au département sur l'année scolaire 2018-2019, puisqu'il y a, qui caractérise un risque de danger ou un danger, 1378 informations préoccupantes qui ont été transmises à la CRIP 974 et 141 au parquet nord et sud avec des dangers caractérisés. Parmi ces signalements, il est important de savoir que 40% sont adressés par les travailleurs sociaux, 7,6% viennent des professionnels de santé, 52,4% sont transmis par le corpus des directeurs d'école, enseignants, équipes intramuros des écoles, des collèges et des lycées. Le risque de danger est pour 51,1% des mineurs identifiés au sein d'une famille en couple parental. 49,9% des élèves signalés en risque de danger grandissent avec un seul parent. Les violences physiques constituent 11% des motifs recensés, 21,4% sont des violences psychologiques, 7% des violences sexuelles. Pour 88,5% de situations signalées, le comportement familial et les conditions d'éducation compromettent le développement de l'enfant ou de l'adolescent et mettent en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité. Peut-on donc aborder au sein de l'éducation nationale la notion de dangerosité, de danger, de risque de danger? Est-ce un devoir de travailler sur ces notions? Est-ce une obligation de signaler? Les professionnels du secteur social de l'éducation nationale sont quotidiennement confrontés à des situations individuelles, sociales, familiales, remplies de souffrances et potentiellement génératrices de danger et de violence. Des missions qui me sont confiées, je lis qu'une grande majorité des situations signalées font état de carence de violence dans l'institution familiale. Les difficultés avec sa famille sont pour l'élève une source de souffrance psychologique qui évolue souvent en silence, générant des troubles de l'attention et du comportement qui peuvent, peu à peu, l'isoler du système éducatif. La démarche de consensus autour des besoins fondamentaux de l'enfant en protection de l'enfance, Madame Abriol en parlait, a permis d'identifier le fameux méta-besoin qui conditionne tous les autres. Ce besoin de sécurité qui regroupe plusieurs dimensions, la dimension affective, relationnelle, primordiale, le besoin de santé et le besoin de protection. L'insécurité dans la sphère familiale est bien souvent en lien avec la conséquence d'un processus de fragilisation parentale qui se répercute sur la cellule familiale. Ces familles ne sont-elles pas elles-mêmes en danger? L'éducation nationale doit promouvoir la réussite de tous les élèves et accompagner ceux dont les situations sont particulièrement sensibles dans le cadre de l'école de la confiance. Nous avons identifié de nombreuses actions à développer sur le plan pédagogique que je ne vais pas décliner, qui sont déjà mises en œuvre.
Concernant la sensibilisation au danger ou au risque de danger, la formation des personnels nous semble incontournable puisqu'ils font partie des personnels en contact direct avec les élèves. Et nous avions à ce sujet constaté quelques freins dans les signalements, très souvent par crainte de représailles. De même, dans les secteurs de l'éducation prioritaire, des jeunes enfants sont accueillis dès 2 ans en classe passerelle. L'accompagnement à la parentalité par le biais d'actions collectives menées souvent en partenariat avec le département de rigueur. Nous constatons une mobilisation affirmée, en général des moyens existants mis en œuvre. L'effectivité, cependant, reste à confirmer avec les évaluations qui suivront. L'école doit à la fois offrir de la sécurité et être actrice de prévention, de protection pour les plus fragiles. Elle doit contribuer à la protection plus sensible. En conjuguant nos savoir-faire professionnels, institutions, chercheurs, nous améliorons et enrichissons nos connaissances, nos analyses et nos pratiques. Je vous remercie à vous tous aujourd'hui qui partagez ce moment, qui participent à notre évolution, l'évolution de nos compétences et de nos connaissances. Merci. Merci. Donc effectivement, sans doute, on aura l'occasion d'en reparler aussi un petit peu cet après-midi quand on abordera la dangerosité en milieu scolaire. Mais effectivement, ce qui me paraît intéressant que vous puissiez être également acteur de cette table ronde pour la bonne et simple raison que l'école est souvent un lieu qui va permettre de détecter des situations délicates, des situations de souffrance, puisque la famille a tendance à être un cercle fermé sur lui-même. Donc le passage par les établissements scolaires est sans doute un lieu qu'il faut optimiser pour détecter les difficultés, mais aussi, vous l'avez dit, à juste titre, pour sensibiliser, pour faire en sorte que les mentalités, les comportements changent, etc., et que demain ce type de comportement ne soit plus considéré comme la norme et qu'il ne soit plus reproduit. Donc la sensibilisation, l'accompagnement, et donc on a fini un petit peu avec la détection et l'accompagnement de ces questions de manière précoce. Peut-être céder la parole maintenant à Madame Chantal Genevoix, qui est psychologue à la PJJ et qui est donc au sein de l'unité éducative en milieu ouvert de Saint-Denis, et qui va peut-être nous expliquer un petit peu plus en amont la manière dont le danger, la dangerosité, je ne sais plus vraiment quel terme à avancer, eh bien, est perçu et est accompagné par le psychologue. Merci. Bonjour à tout le monde, donc Chantal Genevoix, psychologue à la protection judiciaire de la jeunesse. C'est donc une administration qui dépend du ministère de la Justice, qui rapidement prend en charge les mineurs délinquants, mais aussi l'enfance en danger au titre de l'évaluation. Donc moi, mon travail de psychologue consiste justement principalement à réaliser des évaluations de la situation de danger à laquelle des enfants, des adolescents, des mineurs délinquants sont ou ont été exposés dans leur environnement et plus particulièrement dans leur milieu familial. Alors, en effet, plus l'enfant est jeune, plus le danger qu'il court se situe dans la sphère familiale. En ce qui concerne les violences physiques subies, 90% ont lieu dans le milieu familial. En ce qui concerne les violences sexuelles, on dira que 80% sont exercées dans la famille, 90% dans l'environnement. Donc, à mesure que l'enfant grandit, bien sûr, son cercle de vie s'élargit et les dangers qu'il peut rencontrer se situent dans d'autres sphères que la famille. Mais finalement, plus il aura été armé pour se protéger et ou pour se défendre d'éventuelles agressions, moins il sera affecté, ce qui relève aussi des capacités ou difficultés parentales. Alors c'est vrai que nous, à la PJJ, on parle beaucoup plus de danger, on parle très peu de dangerosité, si ce n'est dans des expertises qui concernent des mineurs délinquants, mais c'est pas nous qui évaluons cette dangerosité. On peut la prendre en compte au travers des expertises, mais c'est pas nous qui la définissons.
Alors, moi, en tant que psychologue à la PJJ, j'ai choisi de vous parler des dangers psychologiques que je rencontre le plus communément dans ma pratique depuis plusieurs années. Autrement dit, certaines souffrances et certains risques courent les enfants et adolescents du fait de fragilité, vulnérabilité de leurs parents. En effet, moi, dans mon expérience, je n'ai guère rencontré de parents volontairement malveillants, mais bien plus souvent des parents en difficulté dans leur parentalité, du fait même de leur propre vulnérabilité provenant d'épreuves, de traumatismes personnels et familiaux non élaborés. Alors tout d'abord, en ce qui concerne l'enfant, un enfant vulnérable va chercher auprès de son... Non, pardon, un parent vulnérable va chercher auprès de son enfant le réconfort, l'amour dont il a eu besoin lui-même depuis son plus jeune âge et qui lui a manqué. Il attend inconsciemment de son enfant que celui-ci le comble, le rassure, le répare, le soigne. Il en fait un objet de complétude puissant, l'enfant imaginaire, idéalisé. En parallèle, cet enfant, d'un parent vulnérable, il tentera de réparer son parent pour lui-même, afin de constituer et préserver l'image du parent fort et secourable dont il a besoin pour grandir. Cette image d'un bon parent lui est nécessaire afin de l'intérioriser comme un objet interne solide, l'imago parental, l'un des fondements de sa construction psychique. D'où le décalage fréquent entre ce que l'enfant décrit de son parent et de la réalité. Par exemple, un enfant battu va dépeindre son parent comme un parent aimant et bienveillant, faisant fi de son expérience objective. Il devra donc fonctionner à l'aide de clivages qui vont opérer son fonctionnement psychologique. Afin de préserver l'image d'un bon parent, l'enfant va aussi s'accuser du mal-être de ce dernier. Il va se dénigrer, il va se culpabiliser. Si mon parent est mauvais, c'est que moi-même, je suis un mauvais enfant. Autre raison qui amènera l'enfant à utiliser une grande part de son énergie psychique à tenter de réparer son parent. Lorsque l'enfant cherche à soigner son parent, ce n'est pas le parent qui va s'adapter aux besoins de l'enfant, c'est justement lui, l'enfant, qui va chercher à satisfaire les besoins de son parent, avec un très grand risque pour lui. L'enfant va faire un effort d'hyper-adaptation aux besoins de son parent, qui se traduit par une hyper-vigilance et par une hyper-maturation. On assiste alors à l'adultification de l'enfant, qui est une maturation trop précoce. Souvent, au-delà même du compagnon, de l'égal, l'enfant est investi comme le parent ou le substitut parental du parent, ce qu'on appelle alors la parentification de l'enfant, au sein d'un processus de permutation symbolique des places. Dans cette configuration, comment un enfant peut se consacrer à son propre développement? Au contraire, l'enfant va être aliéné dans une relation qui l'empêchera d'accéder à l'autonomie psycho-affective. Il ne pourra vivre sa vie et devra se sacrifier au bonheur ou à la santé de son parent. En outre, dans ce type de configuration, l'enfant va nécessairement connaître l'échec. Il a en effet bien peu de chances de pouvoir soigner son parent. Cet échec est préjudiciable à double titre pour lui-même, en tant qu'il sabotera ses premières assises narcissiques, mais l'enfant va aussi être vécu par le parent comme un mauvais objet, un nouveau mauvais objet qui va signer la compétence parentale. Le parent, une nouvelle fois disqualifié, cette fois en tant que parent, après avoir été insatisfaisant et insuffisant, en tant qu'enfant lui-même, en tant que conjoint, que professionnel, etc., va rendre son parent responsable de ce nouvel échec. Il va lui en vouloir et ainsi le maltraiter ou le négliger par mesure de représailles inconscientes. De l'enfant imaginaire, l'enfant est donc déchu au statut d'enfant réel, avec le cortège de dommages que crée la souffrance d'être un enfant décevant. Voilà, en ce qui concerne l'adolescent et plus spécialement l'adolescent délinquant, je vais rappeler que la tâche principale de l'adolescence, c'est d'opérer le travail de séparation psycho-affective de l'adolescent vis-à-vis de son parent, qui le conduira à prendre progressivement sa place dans la société. Lorsque l'adolescent ne parvient pas à opérer ce travail de séparation relativement sereinement, que ce soit de son fait par un attachement particulier, par une dépendance à l'égard de ses objets d'amour, ou du fait de ses parents par leur incapacité à accepter l'autonomisation de leur enfant,
L'adolescent a souvent recours à la violence pour opérer ce nécessaire processus. Il peut alors créer des conflits parfois violents et aller jusqu'à un comportement franchement transgressif. Ce faisant, il se constitue de réelles raisons de moins aimer, voire de haïr ses parents, et il suscite le même mouvement chez eux. Ceux-ci sont tellement déçus qu'ils finissent se détacher eux-mêmes de leur enfant, à l'instar des séparations conjugales où la haine de l'autre est parfois exacerbée pour moins souffrir de son accompagnement. Le travail de séparation se réalise aussi par la destitution et l'attaque des objets parentaux, précisément dans leur parentalité, puisque l'adolescent prétend nouvellement ne plus avoir besoin de parents et d'adultes lui indiquant la voie à suivre. Or, si le parent est attaqué, plus symboliquement que réellement, il doit cependant pouvoir survivre dans la réalité. Lorsque les parents sont trop fragilisés par la vie, les adolescents ne pourront pas s'attaquer à leurs parents, à leur façon de penser, de vivre, d'être. Autrement dit, ils ne pourront s'autoriser à exercer leur destructivité vis-à-vis d'eux. Ainsi, et c'est l'une des théories explicatives des agirs transgressifs des adolescents, lorsque l'adolescent n'est pas assuré que son parent résiste, il va exercer le mouvement oppositionnel nécessaire à son autonomisation vis-à-vis de la société. Il va tenter de s'affranchir de l'autorité des adultes vis-à-vis d'autres adultes que ses parents. Il va donc déporter la crise adolescente de la scène familiale à la scène sociale, espérant inconsciemment qu'il trouvera alors des adultes en capacité de supporter les mouvements d'attaque et de destructivité qui vont pouvoir lui permettre de parachever sa construction psychique. Comme le disait le psychanalyste Winnicott, la délinquance est donc un comportement d'espoir, espoir que l'environnement pourra accueillir et traiter la destructivité du sujet délinquant. Ainsi, l'enjeu de la délinquance serait paradoxalement à la fois la destruction et la recherche de l'objet pouvant être représenté aussi bien par les parents, l'école, les éducateurs au sens large, la police, la justice. Ce qui peut nous amener à porter un autre regard sur la délinquance des mineurs. Celle-ci serait ainsi une quête d'adultes, de parents plus solides en quelque sorte, en capacité de le contenir, de lui mettre des limites. Une quête d'un cadre sécurisant, mais susceptible aussi de lui prouver que sa destructivité n'est finalement pas si puissante, autrement dit qu'il n'est pas si mauvais. Merci Madame pour ce focus à la fois peut-être un petit peu original et extrêmement intéressant dans les mises en cause qui l'occasionnent. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, quand on parle de dangerosité, on se dit que finalement, d'accord, les carences parentales peuvent peut-être, mais que ce n'est pas forcément la situation la plus fréquente, ou celle qui est le danger le plus prégnant finalement. Et vous démontrez bien au travers votre témoignage et puis votre analyse à quel point il faut aussi composer et être vigilant à ce type de danger-là, celui de ne pas avoir de cadre structurant autour effectivement de l'enfant qui peut du coup aller en chercher ailleurs de manière parfois extrêmement maladroite, en tout cas chercher des réponses. Merci. Après avoir présenté peut-être comment dire, l'accompagnement sur le volet administratif, les réponses, peut-être les interventions administratives à des situations de danger, peut-être est-il le temps de se tourner maintenant vers le judiciaire et de voir un petit peu comment on peut aussi proposer des accompagnements, des réponses à des situations de danger, de dangerosité, vous le direz. Et pour ce faire, je vais céder la parole à Madame Cécile Baudot, qui est donc première vice-présidente du tribunal de grande instance de Saint-Denis et qui nous fait la gentillesse de se joindre à nous pour nous éclairer peut-être sur les prises en charge au plan judiciaire que l'on peut envisager dans ce type de contexte. Merci. Merci à vous. Donc, Madame Baudot, magistrat. Il est vrai donc, que le thème de notre table ronde, il s'agit particulièrement d'aborder la dangerosité de la sphère familiale, un thème qui est éminemment d'actualité, puisque dès qu'on parle de danger des sphères familiales, on pense immédiatement aux violences conjugales, mais je pense qu'on ne peut pas se limiter à ce sujet, et je trouve que ce thème
amène à réfléchir, et je suis assez rassurée ce matin d'entendre les différents intervenants, interlocuteurs, que ce soit médecins ou conseillers, psychologues, parce que finalement ce thème fait réfléchir à cette notion qui est quand même pour moi très distincte, très différente de la dangerosité d'une part et du danger caractérisé et réel d'autre part. Et je pense que l'amalgame est assez facile et on peut vite basculer dans des réflexions un peu trop courtes. Et c'est la raison pour laquelle ce thème est intéressant, nous fait réfléchir, puisque d'un point de vue judiciaire, il faut être très vigilant, je pense, sur cette question de dangerosité. Dans le monde judiciaire, comme différents intervenants l'ont dit, la notion de dangerosité n'est pas vraiment reprise, ni par le code pénal, ni par le code civil. Comme l'a indiqué Madame Pomar, il y a peut-être un glissement qui est récent, qui est peut-être poussé par la société civile, le législateur. Il y a peut-être un glissement, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, parce que le point sur lequel je souhaitais insister, c'est qu'effectivement, pour le judiciaire, pour le magistrat, que nous soyons magistrats du parquet ou magistrats du siège, on n'intervient pas en situation de dangerosité. Le critère de détection va être le danger. Est-ce que le danger est caractérisé? Et pourquoi, à mon sens, il n'y a pas de réflexion peut-être suffisante sur la dangerosité, mais c'est parce que le monde judiciaire n'est pas dans un cadre d'autosaisine. On ne s'auto-saisit pas. Le parquet, le procureur va intervenir sur des cas soit de flagrant délit, soit de plainte. Le juge va être saisi par des parties ou par le procureur, mais il n'y a pas d'autosaisine. Et pourquoi il n'y a pas d'autosaisine? Parce que je pense que nous sommes en état de droit, nous sommes en démocratie, et c'est extrêmement important de garantir les droits fondamentaux de tout à chacun. Le thème du colloque, c'est bien dangerosité, droits fondamentaux. Et ces droits fondamentaux, ils existent de part et d'autre. Les droits fondamentaux de qui? On va parler de quels droits fondamentaux? On va parler des droits fondamentaux des victimes potentielles. Effectivement, il faut protéger les victimes potentielles, les citoyens, tout à chacun, dans sa santé, dans sa sécurité, également dans sa liberté d'aller et venir, mais il faut aussi penser aux droits fondamentaux des auteurs potentiels présumés, parce que quels sont-ils ces droits fondamentaux? C'est bien la présomption d'innocence, c'est le droit à un procès équitable, c'est le droit à une défense, le droit à un procès, et on voit bien que ce sont des équilibres fragiles. Et moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette affiche dont Mme Pomar parle, parce qu'on voit que ce petit bonhomme-là, il est sur un fil. Effectivement, on peut s'inquiéter, on se dit la démocratie peut être aussi sur un fil, et on voit que ce bonhomme, il est prêt à basculer d'un côté ou de l'autre. Et je pense que dans notre état de droit, tous nos professionnels aujourd'hui réunis autour de ces tables rondes, on doit quand même être très vigilants sur ces notions, et peut-être attirer l'attention de législateurs, parfois, ou même des limites, parce que on voit bien que ça peut déraper assez vite, ça peut déborder, et on voit bien que parfois il y a des attentes ou certains fantasmes de la société, certaines attentes de la société, et qui ne correspondent pas aux critères juridiques légaux en place qui existent, et c'est bien aux magistrats au monde judiciaire de rappeler ces critères, même si c'est pas toujours facile. On voit souvent dans la presse, mais qu'a fait le juge d'instruction, qu'a fait le juge des libertés, de la détention, pourquoi il a mis dehors telle ou telle personne, c'est un scandale, pourquoi il y a eu un acquittement, pourquoi il relaxe, c'est un scandale, Et on voit bien toute la limite des attentes peut-être de tout à chacun entre la société civile avec des intérêts complexes, contradictoires, et puis le monde judiciaire. Donc moi je voulais insister sur ce point de la détection du danger, être vigilant, et puis rappeler que le juge judiciaire est le garant des libertés individuelles. Deuxième point
points que je souhaitais aborder, c'était effectivement les différentes facettes dans lesquelles le magistrat peut intervenir. Alors quand je dis magistrat, c'est magistrat au sens large, c'est pas toujours facile de connaître la distinction entre le parquet et le siège, mais quand je dis magistrat, c'est au sens large. Donc effectivement, le magistrat au monde judiciaire va intervenir dans les cas, comme Madame Pomar l'a indiqué, de violence, les violences caractérisées, les agressions, les abus sexuels, viols, etc. Dans la sphère familiale, c'est-à-dire il peut s'agir d'atteinte à la personne d'un parent sur les enfants ou d'un membre de la famille, oncle, tante, cousin, parrain, marraine, etc., d'un membre de la famille sur les enfants. On va intervenir effectivement également dans le cadre des violences conjugales. Alors, on en entend beaucoup parler, l'actualité, le Grenelle sur les violences faites aux femmes s'est clôturé lundi avec un plan gouvernemental, des grands projets. Je rappelle qu'à peu près 99% des cas concernent des violences d'hommes sur les femmes et qu'il peut y avoir aussi, on le voit dans les prétoires, dans nos affaires que nous jugeons, quelques cas, c'est très rare, mais il y en a aussi de violences de femmes faites aux hommes. Et puis, on peut aussi parler de cas peut-être qu'on oublie un petit peu trop rapidement, mais également de violences sur des ascendants. C'est des infractions prévues par le Code pénal, c'est d'ailleurs une circonstance aggravante de commettre des infractions sur des personnes mineures, sur ses descendants, mais également sur les ascendants. Et c'est une problématique. Moi, je suis plus juge civiliste. Ça fait 18 mois que je suis à La Réunion, mais c'est une problématique tout de même que nous rencontrons à La Réunion pour des raisons, je pense, sociologiques, culturelles, mais il y a une communauté de vie qui permettent aussi ces cas de violence sur ascendant, sur personnes âgées, et il ne faut pas oublier ces cas traités. Donc ces situations vont amener à être sanctionnées. Donc quels sont les instruments à la disposition du monde judiciaire pour sanctionner ces différents comportements? Alors, en premier lieu, donc je vais parler rapidement parce que sinon on va pour la journée, mais rapidement pour vous dresser un tableau succinct des différentes interventions possibles. Donc il y a le juge des enfants, comme Madame Genevoix en a parlé, et mesdames avant moi. Le juge des enfants, vous l'avez compris, va intervenir dans deux volets différents. Hein, soit le volet de l'assistance éducative, c'est-à-dire de la protection de l'enfant, soit sur le volet pénal, et là ça va être la sanction du mineur. L'assistance éducative va impliquer la protection de l'enfant dans sa santé, dans sa sécurité, dans sa moralité, dans son éducation. Point sur lequel je vais également insister, je partage totalement les questionnements des intervenants, c'est que le juge des enfants n'est saisi que lorsque justement il y a une situation de danger avéré. Le critère de saisine premier du juge des enfants, ce n'est pas une situation qui serait potentiellement dangereuse ou en dangerosité potentielle éventuelle, c'est le danger caractérisé. Et le juge des enfants d'ailleurs, les différentes réformes amenées à la loi à la protection de l'enfance, et notamment la dernière réforme de mars 2019, et il y a encore des discussions, il y aura certainement une réforme au courant de l'année 2020, mais en l'état des textes, le juge des enfants d'ailleurs n'intervient qu'en second temps, qu'en seconde ligne, si j'ose dire. Il y a tout un tas de mesures préventives qui vont se mettre en place auparavant. Il y a tout le rôle du conseil départemental, de la protection judiciaire de la jeunesse. Il y a des médecins, des accompagnants, des psychologues. Il y a énormément de mesures préventives ou administratives qui sont mises en place sur contrat avec les parents, donc d'une manière un peu consensuelle, où on va impliquer les parents, les sentir concernés, les impliquer.
Et le juge des enfants ne sera saisi que dans un second temps, quand il y a eu carence, on va dire, avérée des parents ou impossibilité d'agir en prévention, et quand il y a donc danger caractérisé de l'enfant pour assurer sa protection au sein de la famille par différentes mesures qui peuvent aller donc jusqu'au boutiste. C'est le placement. Le placement, mais il faut quand même savoir que alors je n'ai pas de pourcentage, je suis désolée, j'aurais dû demander peut-être à mes collègues juges des enfants, je n'ai pas de pourcentage, mais il faut savoir que la mesure de placement n'est jamais prononcée avec plaisir par un juge des enfants et que c'est toujours une mesure qui va être prononcée en cas d'impossibilité absolue de faire autrement. Pareil, on parle de la décision de retrait d'autorité parentale qui est vraiment exceptionnelle et qui intervient dans des cas très précis, au civil ou au pénal. Donc le juge des enfants intervient en assistance éducative. Donc là, pour le coup, on l'a bien compris, non pas quand il y a dangerosité, mais c'est quand il y a danger avéré. Et puis le juge des enfants intervient au pénal pour sanctionner des comportements délinquants avec tout un panel de mesures qui vont de la mesure éducative à la sanction éducative et à la sanction pénale. Quel autre magistrat intervient également pour sanctionner des comportements délinquants? Évidemment, c'est le ministère public, c'est tous les procureurs de la République et tous ses adjoints. Donc le ministère public intervient, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, s'il y a des cas de flagrance, des appels de policiers, de gendarmes, il n'y a pas d'autosaisine. Je vais peut-être aussi rappeler un fantasme. Il peut y avoir quand même des poursuites sans plainte. Il peut y avoir des poursuites sans plainte. On en a beaucoup parlé dans le cadre justement de discussion sur les violences conjugales. On sait que c'est éminemment difficile pour une femme dans certains cas, selon le contexte d'emprise, contexte financier, dépendance financière et économique. C'est extrêmement difficile d'aller porter plainte. Donc là, il va y avoir quand même des cas de poursuite sans plainte forcément de la victime, mais ça ne va pas être des poursuites comme ça qui tombent du ciel. Il y a tout un faisceau d'indices, d'éléments qui vont caractériser une infraction qui est constituée. Donc le ministère public va déclencher des enquêtes, il va être là pour sanctionner le comportement des auteurs. Le ministère public, le parquet, le procureur de la République a également un grand rôle en matière de protection des victimes. Il n'y a pas que le juge du siège. Et par exemple, je vais donner quelques exemples. Le ministère public peut mettre en place ou demander à mettre en place des mesures de contrôle judiciaire. Ça va être pour à la fois sanctionner un comportement qui a lieu, mais également à titre préventif et pour éviter une réitération de faits. Donc là, on est peut-être dans ce cas de dangerosité, prévenir une dangerosité potentielle. Le procureur de la République va intervenir également dans le cadre, c'est un autre exemple, du téléphone grave danger. On en a parlé également dans le cadre du Grenelle des violences faites aux femmes. Le téléphone grave danger, si vous me passez l'expression, on pourrait effectivement dire que c'est un peu un pari sur l'avenir, à la fois de protection d'une femme et essayant de parier que les violences, qu'une nouvelle infraction ne va pas se reproduire. Alors actuellement, il faut savoir que les critères légaux sont très stricts pour mettre en place ce téléphone grave danger. Il faut le procureur s'appuie sur une décision de justice, une décision civile ou pénale, mais ce n'est pas une décision comme ça qui sortirait de nulle part. Et le législateur réfléchit justement à élargir ces critères d'intervention et peut-être qu'il n'y aurait plus cette nécessité de mettre en place le téléphone grave danger sans cette fameuse décision de justice. Alors sachant que ces mesures préventives, quand
quand même extrêmement utile, donc notamment pour les femmes, victimes de violences conjugales. Autre exemple, j'avais pensé à un autre exemple, mais je laisserai plutôt mon intervenante de gauche en parler. Autre exemple où le ministère public le procureur peut intervenir pour la protection des victimes, c'est dans le cadre du suivi des auteurs d'infractions sexuelles. Vous savez, ou vous ne savez pas, il y a un fichier qui existe, le FIGES, le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Il oblige les juridictions pénales, donc en cas de condamnation par un tribunal correctionnel ou une cour d'assises, à inscrire les personnes qui ont été condamnées à être inscrites sur ce fichier, donc condamnées pour des faits de nature sexuelle, il y a des tas de critères. Et on inscrit ces personnes à ce fichier, à ce FIGES, et le non-respect de certaines obligations de ce FIGES, notamment de ne pas donner son adresse ou de ne pas donner ces changements d'adresse en cas de déménagement, etc., constitue en elle-même une nouvelle infraction pénale. Donc il y a quand même un suivi, et là on en revient toujours sur un équilibre entre la prévention et la sanction. Mais je laisserai l'intervenante pour expliquer davantage cet intérêt. Autre magistrat qui intervient dans le cadre du danger dans la sphère familiale, c'est le juge aux affaires familiales, qui est à la fois, je pense, réceptacle de beaucoup de confidences qui sont faites en audience. Donc évidemment ce sont des audiences non publiques, mais il est vrai que dans certains cas le juge aux affaires familiales va pouvoir intervenir, alerter le procureur de la République, faire déclencher peut-être une enquête ou au moins une enquête au moins d'environnement pour voir si il y a un danger serait susceptible d'être caractérisé, mais également le juge aux affaires familiales va intervenir dans la fameuse ordonnance de protection. Je crois que vous en avez beaucoup entendu parler. Alors moi, je suis magistrat, je suis juriste, j'ai entendu beaucoup de débats, beaucoup de politiques qui se sont saisis de cette ordonnance de protection et qui disent le juge intervient, le JAF intervient, on va protéger toutes les femmes via l'ordonnance de protection, c'est très facile. Moi je dis, pas que moi d'ailleurs, avec mes collègues, il y a une vraie réflexion qui se mène au sein du tribunal de Saint-Denis, réflexion croisée, parquet-siège, mais nous disons attention, l'ordonnance de protection ce n'est pas, et malheureusement mais ce n'est pas du tout un coup de baguette magique. Elle intervient dans un cas très strict. Je rappelle que l'ordonnance de protection s'inscrit dans une procédure civile et non pénale, et que la procédure civile va impliquer notamment que nous parlons de parties en demande, de parties en défense, et on ne va pas parler d'auteurs, de victimes. Et la procédure doit respecter le contradictoire, l'échange d'arguments, de pièces, de conclusions. Donc, il y a certaines précautions à prendre, d'une part d'un point de vue procédural, d'autre part des précautions à prendre d'un point de vue du fond du droit. Comme l'a indiqué Madame Pomar, l'ordonnance de protection intervient quand il y a deux critères cumulatifs, et là, qui sont les violences qui sont vraisemblables, c'est violence vraisemblable, probabilité de violence commise. Donc effectivement là, on dérape un peu, on n'est plus dans le danger caractérisé. Le juge aux affaires familiales n'a pas besoin de se baser, lui, sur une condamnation pénale, mais il va se baser sur un faisceau d'indices, faisceau d'éléments qui vont rapporter la preuve de vraisemblabilité de violences commises au sein de la cellule familiale. Et deuxième critère cumulatif exigé pour fixer cette ordonnance de protection, il faut que ces violences mettent en danger la famille, la personne, l'enfant, le conjoint, ou l'enfant ou la famille au sens large. C'est le concubin, l'ex-concubine. On n'exige pas, et heureusement, un couple
le marié. Hein, ça protège toute la cellule familiale, ancien concubin, concubine, marié, bon, pas. Mais on voit bien qu'il y a peut-être une tentation de dérive et il faut quand même être assez vigilant sur ces tendances de protection qui, je donne quelques chiffres, jusqu'il y a 1 an ou 2, sur tous les TGI de France, en moyenne, c'est une moyenne, hein, sur 10 demandes d'ordonnance de protection, il faut quand même savoir que 7 étaient rejetées. Hein, donc c'est un pourcentage énorme de rejet, et parce que les critères légaux ne sont pas réunis. Donc, je dis ça un instrument intéressant, mais qui ne peut pas être une solution miracle et pas seule et unique dans l'intervention judiciaire. Si vous me laissez encore 2 minutes, alors je conclus. Tout magistrat peut intervenir. On l'a vu, le JLD, dans le cadre non pas civil, mais des hospitalisations d'office, c'était très intéressant la table ronde numéro 1 ce matin sur le rôle préventif des psychiatres, des médecins et sur l'hospitalisation d'office, soins avec consentement, sans consentement, bon, etc. Et voilà, je conclus. Pour moi, donc, ce sont des instruments juridiques où il faut arriver à trouver un équilibre pour préserver les droits fondamentaux de chacun. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation assez complète de la boîte à outils du magistrat, qui, on l'a compris, n'est pas démuni d'outils. La vraie question, c'est de savoir lequel utiliser, dans quelle situation. Et c'est effectivement des choses un petit peu délicates, d'autant que certains de ces outils, notamment vous parliez du fichage, ont tendance, la culture du fichage et la démultiplication des fichiers a tendance aussi à être attentatoire aux droits et aux libertés. Donc c'est pas forcément... Les outils sont à manier avec prudence et précaution. Et je pense que parfois, effectivement, on en attend beaucoup. Je pense notamment à ce que vous avez rappelé sur l'ordonnance de protection. On le sait, quand on travaille aussi un petit peu les dossiers, j'ai eu la chance de travailler les dossiers d'assises assez régulièrement, on constate aussi de nombreux manquements aux ordonnances de protection. Donc l'ordonnance de protection, c'est pas non plus le bouclier génial. Si on a créé une infraction qui est celle du manquement aux obligations qui sont dans l'ordonnance de protection, c'est bien que celui qui ne veut pas voir l'ordonnance de protection ne la voit pas. En tout cas, il s'assoit dessus. Sans vouloir manquer de respect, mais c'est pas la solution miracle, et c'est plus compliqué que ça, évidemment. Je vous propose de finir notre tour d'horizon, et vous pourriez penser, à cette heure déjà avancée de la matinée, que le colloque, finalement, a un titre qui est, ma foi, pas forcément pertinent, parce que danger, ça aurait été quand même mieux que dangerosité. Mais non, je tiens ma solution, puisque, si, je fonde beaucoup d'espoir, le docteur Myriam, alors attendez, docteur Myriam Schwartenbruch. Ah, pourtant je m'étais entraînée. Vous allez le refaire, je m'excuse. Donc, psychiatre responsable du Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles de l'océan Indien, vous fait l'honneur de clôturer cette table ronde, et peut-être que du côté du psychiatre, de la psychiatre, eh bien on aura plus d'atomes crochus avec le concept de dangerosité. Je vous laisse peut-être nous repréciser votre nom, docteur, et puis nous présenter un petit peu votre avis. Tout ce que vous faites porter là. Mais bon, je ne vais pas me laisser faire. Donc je suis Myriam Schwartenbruch. Voilà, donc c'est pas si compliqué que ça, il faut juste pas lire, il faut juste écouter. Voilà, voilà, c'est pas très compliqué. Alors, vous m'avez présenté, et je commence déjà à me défendre, vous m'avez présenté comme le psychiatre est sans doute celui qui est le plus à l'aise avec le concept de dangerosité. Je vais lever le doute tout de suite, je ne suis pas du tout à l'aise avec le concept de dangerosité. Comme ça, les choses sont clairement dites. Par contre, ça, je sais faire, me poser des questions, c'est l'art de mon métier. Ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais partager mon questionnement. Et ça reste un questionnement et certainement pas des réponses, mais des ouvertures à réfléchir. Parce que la question, c'est ouvrir la pensée, et souvent, des réponses se retrouvent d'une certaine façon dans les questions, si on peut arriver à les laisser se déplier. Bon, ok, je prends mon courage à deux mains, parce que c'est pas simple tout ce qu'on vient de dire. Donc j'ai déjà fait ce bon élève, donc je suis repartie du dictionnaire. Je suis allée le voir, dangerosité, caractère dangereux, dangerosité, définition du Larousse, je reprends un peu ce qui a été dit tout à l'heure, caractère dangereux de quelque chose ou de quelqu'un, probabilité de passage à l'acte délictueux.
délictueux ou criminel. Synonyme, état dangereux. On parle aussi de dangerosité d'une situation ou d'un individu présentant un caractère dangereux. Sur le plan étymologique, cette notion vient de l'expression en ancien français « être en danger ». Ensuite, plutôt, la notion de être à la merci de quelqu'un. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc, originellement, sous la domination de quelqu'un. Donc, il est bien question de domination, d'être à la merci d'eux, sous l'emprise d'eux. Cela implique, à minima, 2 personnes, voire plus. Cela souligne bien sûr donc, cette notion de rapport de pouvoir, de rapport de force. On peut poser les questions suivantes. Qui est en danger? De quel danger s'agit-il? Qui vit une situation de danger, de dangerosité? Et comment se caractérise-t-elle? S'il y a danger, dangerosité, de quoi s'agit-il? La notion de danger, on pourrait dire qu'elle est du danger, elle est plutôt du domaine, on va dire, du visible. Et la question de la dangerosité, elle tient selon moi plutôt à quelque chose du domaine de l'invisible. La belle affaire. Donc, danger, dangerosité sociale, troubles du comportement délictueux, ceux-ci sont assez faciles à matérialiser, bien visibles, voire parfois très bruyants. Ensuite, dangerosité psychique, ce champ est plus complexe, car peu de visibilité, de matérialité. Notre collègue Chantal Genevoix a assez bien illustré ce que ça recouvre comme concept de la dangerosité psychique. Et je la remercie, ça fait une partie du travail. Voilà. Alors, dangerosité psychiatrique, puisque je suis psychiatre, alors, on parle de dangerosité psychiatrique. Par exemple, une décompensation psychotique qui peut entraîner dans le délire de la personne à commettre des actes dangereux, blesser, tuer. Pour autant, cette dangerosité psychiatrique, elle est rare. Mais pour autant aussi, elle prend beaucoup de place dans nos représentations sociales, mais aussi dans le discours social. La société tente à nous faire endosser à la psychiatrie un rôle de contrôleur social, de contrôler les troubles, de contrôler les comportements sociaux afin qui n'ont plus souvent rien à voir avec la psychiatrie. Puisque je suis responsable du CRIAS, par exemple, les auteurs de violences sexuelles, pour la majorité, n'ont pas de troubles psychiatriques. Ils ont des troubles de la personnalité, ils ont des troubles du comportement. Bien sûr, certains ont des troubles psychiatriques, par ailleurs. Pour autant, ils sont tous soumis à des obligations de soins dans un cadre psychiatrique. Dans les violences familiales, les prévenus font aussi l'objet d'obligations de soins. Les alcooliques, qui ont des troubles du comportement, certains peuvent avoir des troubles psychiatriques. Qu'il y ait des obligations de soins, je pense que ça peut s'entendre. Mais on peut s'interroger, se dire, mais pourquoi on va mettre de la psychiatrie là-dedans? Parfois peut-être, mais pas toujours. Or là, on nous envoie la patate chaude pour dire les choses correctement. Bon, et on doit se débrouiller avec ça. Mais on résiste, mais on fait. On joue le jeu, on n'a pas le choix. Alors faut-il rappeler quand même que notre cœur de métier, c'est le soin et pas le contrôle? Il est important, bien sûr, de pouvoir se poser toutes ces questions, quel que soit notre champ de compétences. Définir ces notions nous aide à savoir qui nous sommes dans notre champ de compétences, à nous orienter vers des actions que l'on peut être amené à mettre en place pour que chaque intervenant soit bien à sa place. Nous articuler avec les intervenants d'autres disciplines. Notre fil conducteur doit être en permanence de mettre de la cohérence dans les différentes interventions pour pouvoir mettre en place des dispositifs les plus efficaces possibles. Le risque existe toujours. Alors les familles dans tout ça. Comment cette notion de dangerosité peut-elle se repérer dans une famille? Alors pour repérer effectivement ce terme est complexe, on pourrait peut-être dire essayer de prendre la mesure de ce qu'il en est. On serait plus juste, je pense, de ce côté-là. Veut-on repérer pour protéger, pour retirer, aussi parfois pour se rassurer, aussi pour se protéger sur le plan médico-légal? Une collègue qui m'a dit mais toi tu l'as pas mis, tu vas le mettre. Elle avait raison. Là on est plutôt dans le sens large du côté du social. Veut-on souligner, veut-on nommer, comprendre ce qui se passe en arrière-plan? Ça c'est un petit peu plus notre domaine. Les approches et les actions qui en découlent
se font en fonction des réponses que l'on tente à apporter de la place où on se trouve. D'où l'importance que chacun soit au clair avec son champ de compétences. Pour ma part, je préfère donc parler de climat de dangerosité quand la question se pose quand on fait une intervention auprès d'une famille. Car cette dangerosité n'est pas forcément manifeste. Elle peut être ressentie par le sujet sans pour autant pouvoir se matérialiser dans les faits. Elle n'en est pas moins opérante et délétère. Elle peut avoir des conséquences physiques, des blessures, de l'invalidité, la mort. Un petit exemple, je rajouterai une illustration de ce que Madame Gabriel dit tout à l'heure, c'est qu'il existe quand même des outils indirects quand on essaie de mesurer ces questions. Le cortisol, effectivement, a des effets délétères sur la croissance de l'enfant. Un outil que les pédiatres utilisent quand même de façon très pertinente, c'est que qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la courbe de poids. Trop de cortisol, freinage de la croissance. Quand un enfant a un décrochage de sa courbe de poids, c'est un indice qu'il y a quelque chose qui se passe. Et du côté du pédiatre, c'est pas inintéressant d'ouvrir la question de maltraitance, etc. Je rajoute à ça aussi que les violences conjugales, pour un petit enfant qui est en dessous de 2 ans, que ses parents soient violents entre eux, pas nécessairement avec lui, eh bien ça ne change rien. C'est tout mal pris pour lui parce qu'il ne fait pas la différence entre lui et l'autre. Il faut qu'il atteigne l'âge de 2 ans pour un peu détacher cette question-là. Et ça, en termes, on va dire, de prévention, c'est quand même un élément qui est à prendre en considération. Donc là, on a des outils indirects qui ne sont pas négligeables. Alors, sur le plan psychique, il y a le harcèlement, l'aliénation de la personne qui peut aller jusqu'à la mort psychique, voire le suicide. Dans tous les cas, il faut avoir à l'esprit ces notions d'être à la merci sous la domination de quelqu'un, sous l'emprise, pour tenter de comprendre ce qui se joue en arrière-scène. La dangerosité, quand elle est présente, elle s'exprime le plus souvent de façon invisible, comme je l'ai dit, mais pour autant, elle produit des effets certains. Je pense que c'est important d'insister là-dessus. Quand on intervient dans les familles, il faut toujours garder à l'esprit que la famille est un système, un ensemble. Toucher un élément du système impacte tout l'équilibre du système. Il produira des effets en chaîne, le système tendra toujours à retrouver son équilibre, même si c'est au dépend de ceux qui en font partie. Quand nous sommes sollicités, dans un premier temps, notre réponse ne doit pas se traduire trop vite dans les actes. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas. On essaie de faire lentement dans ce qui doit se faire vite. Donc on fait vite dans du lentement, qu'on doit essayer de garder à l'esprit. Mais avant tout, on doit prendre en compte la subjectivité, la nomination du vécu, le ressenti des personnes, la reconnaissance de ce qui est vécu. Et là, je fais une petite aparté, j'ai lu un article dans Mediapart, et la personne qui faisait l'article soulignait une évidence tellement évidente qu'on ne la pense même plus. Quand une femme va porter plainte, on remet en question la véracité de ce qu'elle peut dire. Quand quelqu'un vient dire qu'on lui a volé sa voiture, on l'écoute, on prend note, éventuellement au cours de l'audition, on se sent que ça ne tient pas la route, mais a priori on le croit. Pourquoi est-ce que les femmes, a priori, on ne les croit pas? Ça, c'est vraiment, au moins dans les éléments, les fondements du questionnement. Dans ça. Donc c'est un article vraiment très intéressant que je peux faire passer à Madame Paul. Alors, ensuite, nous devons réfléchir à la mise en place de l'espace psychique et physique. C'est pour ça que les autres interviennent dans des aspects de placement éventuel ou de mise à l'écart, d'éloigner du danger. L'hospitalisation, bref, peut avoir son intérêt. C'est se donner dans la vitesse le temps de penser. On met à l'abri un jour, 2 jours, pendant ce temps-là on pense. Et puis après, on agit. Alors, ce qui est important, donc, c'est de pouvoir apporter, offrir une aide, rassurer, protéger celui qui est concerné par la dangerosité d'un autre. Cela doit pouvoir se faire en articulation avec les autres champs, justice sociale. Et cette articulation, elle est absolument indispensable, puisqu'on voit bien que dans beaucoup de situations, c'est ce manque d'articulation qui entraîne des situations dramatiques. Et que souvent des choses sont en place, qui sont pas mal, on peut se débrouiller avec, mais si on ne s'articule pas, ça ne sert à rien. Le plus beau projet, le plus beau dispositif ne fonctionnera pas si on ne s'articule pas. C'est la base même de la chose. Alors,
avoir à l'esprit de faire en sorte que la personne ne se sente pas seule dans ce qu'elle vit. Dans notre travail, nous mettons régulièrement en tension le fait de se sentir en sécurité ou ne pas se sentir en sécurité. Être en sécurité ou ne pas être en sécurité. Se sentir en danger, être ou ne pas être en danger. Nous devons toujours évaluer la capacité du sujet à pouvoir assumer, supporter, tenir dans la durée ce qui pourra être mis en place pour cette personne. Être attentif à faire les choses avec la personne qui est concernée, pour ne pas faire pire que bien. Parce que si on propose un dispositif magique, si la personne ne pourra pas l'assumer, ça ne le fera pas. Et on le voit bien dans les questions des violences conjugales. Souvent, elles ne peuvent pas assumer les choses parce qu'elles sont encore sous l'emprise, que c'est compliqué et que le risque est parfois simplement que le retour, ça peut être la mort, mais c'est voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut pouvoir supporter dans le temps des choix qui ont été faits. Donc, pour pouvoir les supporter, le premier garant, c'est d'être d'accord avec ce qui a été fait et partie prenante de ce qui a été fait. Ensuite, à l'heure des décisions et des choix, des actions que nous allons poser, nous devons réfléchir en cette heure. Quelles sont les valeurs que nous allons privilégier au détriment de quelles autres valeurs? Et là, on arrive à cette question qui est la deuxième partie du groupe des droits fondamentaux. Donc, c'est une valeur pour une autre. Et quand on fait un choix, eh bien, on doit renoncer à quelque chose. Donc, à quoi on est prêt à renoncer pour aider? Donc, le risque zéro, il n'existe pas. Ça aussi, on doit vivre avec ça tous les jours, avec ce sentiment d'impuissance dans lequel on est. Et peut-être pour conclure, comme je le disais, bon, je suis psychiatre, et quand on me demande, les patients me demandent ce que c'est, je dis, vous savez, moi je suis médecin de l'âme. L'âme, c'est quelque chose qui est invisible. Notre travail, justement, notre défi, c'est de pouvoir, on va dire, tenter de rendre un peu visible cet invisible.